Très bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là, ici en présentiel, comme on dit, ou bien sur le net. J'ai le grand plaisir pour cette nouvelle édition de nos ateliers des parents d'accueillir le professeur Schroeder sur le sujet des troubles du sommeil de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup Carmen d'être là ce soir et d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je pars sur une trentaine de minutes maximum de présentation et pour laisser plein de place aux questions, je pense que c'est pour ça que vous êtes venus aussi, c'est pour ça que vous regardez. Alors premièrement, quand on parle de sommeil, déjà le tout petit décalage que j'aimerais bien que vous commencez à prendre, c'est de ne pas juste penser à la nuit, parce que c'est vrai que les parents se focalisent beaucoup sur la nuit, mais plutôt de penser en termes de rythme veille-sommeil, c'est-à-dire le rythme là où l'enfant est réveillé et quand il dort. Et on va, quand on parle du sommeil, des troubles du sommeil, toujours regarder l'ensemble, comment il dort la nuit, mais aussi comment il se comporte la journée. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, quand on parle du sommeil, il faut se rappeler, tout ça, c'est uniquement un problème parce que nous vivons sur Terre. Et la Terre a cette habitude de se tourner autour de son propre axe. Et du coup, on est rythmiquement exposé à la lumière et à l'obscurité. Alors, ça sur un rythme d'environ 24 heures. Et c'est pour ça, parfois, vous entendez du rythme circadien, si ça vous parle. Donc, c'est un rythme d'environ 24 heures. Et finalement, tous les espèces sur Terre se sont adaptés à ça et ont trouvé leur niche pour dormir ou pour être réveillés. Alors nous, l'homme, on a plutôt choisi la période d'obscurité pour dormir et on profite de la période lumineuse pour être réveillé. Mais si vous avez par exemple des rongeurs à la maison, des rats, des hamsters, des cochons d'Inde, vous savez bien qu'eux ne sont pas comme ça. Eux vont plutôt être réveillés la nuit et dormir la journée. Et donc, il faut comprendre que dans notre corps existent des systèmes qui permettent de traduire les signaux du monde qui nous entoure pour notre corps et qui doit normalement faire en sorte que nos enfants, nos adolescents peuvent plutôt dormir la nuit et plutôt être réveillés la journée. Alors, le sommeil, c'est une fonction très importante. À quoi est-ce que vous pouvez voir ça? Parce qu'on passe presque un tiers de notre vie à dormir. C'est énorme. Et en général, la nature ne gaspille pas les choses. Donc, c'est généralement un signe que c'est une fonction extrêmement importante. Seulement, entre la temporalité du monde qui nous entoure et la temporalité de l'enfant, parfois il y a des conflits. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas bien calé ou l'adolescent n'est pas bien calé par rapport aux horaires dans lesquels on souhaite qu'il vive. Et on va parler de ces difficultés-là. Alors, à quoi sert le sommeil chez l'enfant maintenant véritablement? Si l'enfant passe un tiers de sa vie à dormir, à quoi ça sert? Donc, la première chose, c'est tout à fait évident, et je pense que tout le monde le sait, récupérer. L'enfant se fatigue, il fait plein de choses la journée, il faut bien qu'il récupère. C'est ce que les parents disent en général à leurs enfants. Mais ça va beaucoup plus loin que juste récupérer. Le sommeil a vraiment un rôle très important dans le développement du cerveau et dans la maturation de votre enfant. D'ailleurs, à chaque âge, l'enfant va avoir un sommeil différent, pas seulement en termes de durée, il va dormir très différemment en tant que bébé ou à 1 an ou à 3 ans ou à l'âge de l'adolescence. Et à chaque fois, c'est une relation où l'état de développement de l'enfant va influencer comment il dort, mais la façon de dormir va favoriser au mieux son développement. C'est-à-dire en fonction des types d'apprentissage qu'un enfant va faire, il y a des stades de sommeil qui vont être privilégiés. Donc c'est vraiment quelque chose de très interactif et très dynamique. Et une fonction que vous connaissez tous aussi, c'est que le sommeil va aider l'enfant à apprendre et à consolider ce qu'il a appris la journée. C'est pour ça, en général, quand l'enfant est à l'école, souvent on lui conseille de réviser le soir pour qu'il sache mieux la leçon le matin. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut prouver. Une fois qu'on dort dessus, comme on dit, on retient mieux ce qu'on a appris le soir. Et en général, le lendemain, on peut même mieux se rappeler ce qu'on a appris. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, ce qui se passe, on fait un tri. On oublie les choses qui ne sont pas importantes et on garde en mémoire ceux qui sont vraiment importants, avec beaucoup moins de perturbations. Donc c'est très important pour l'apprentissage. Une fonction que vous connaissez aussi, tous ceux qui sont parents ici, c'est que le sommeil aide l'enfant à gérer ses émotions. Ou vous connaissez peut-être plutôt l'inverse, c'est-à-dire quand l'enfant ne dort pas bien, il arrive à moins bien gérer ses émotions. Il devient irritable, très émotif, il pleure pour un rien. Ça, c'est aussi très important. Donc, on sait que le sommeil est un facteur stabilisateur pour l'humeur de l'enfant. Et c'est ce que les parents remarquent souvent. Il y a des études, alors je ne vais pas les aborder dans le détail, qui ont aussi montré que suffisamment de sommeil est important pour résister aux infections. C'est-à-dire, si on ne dort pas assez, on devient plus vulnérable, on attrape plus facilement des infections. Et le sommeil aide l'enfant aussi à grandir. Et très très pratiquement, il y a l'hormone de croissance qui est sécrétée à certains moments dans la nuit. Et si on a un très mauvais sommeil, par exemple, ça va vraiment arrêter la croissance de l'enfant.
Et enfin, le sommeil aide aussi à maintenir un métabolisme sain. Par exemple, on a pu montrer que les enfants qui ne dorment pas assez ont plutôt une tendance à prendre du poids. Donc, c'est une relation, quand on regarde ça à grande échelle, qui peut être très importante. Donc, vous voyez, le sommeil a tout un ensemble de fonctions, pas seulement celle de récupérer. Et du coup, c'est important qu'un enfant dort assez. Du coup, en général, la prochaine question que les parents posent, mais combien d'heures est-ce que mon enfant doit dormir? Donc, et du coup, les médecins du sommeil, les somnologues, n'aiment pas trop y répondre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est bien sûr une question d'âge. On ne peut pas dire qu'à chaque âge, l'enfant a besoin d'un nombre d'heures défini. Alors, quand l'enfant est très jeune, comme vous le savez, il dort beaucoup. Et ça va progressivement se réduire jusqu'à l'adolescence environ. Ça reste stable pendant l'adolescence et ça va encore une fois un peu se réduire par rapport à l'âge adulte. Mais surtout ce qui va se passer, et ça vous le voyez sur ce schéma, que tout au début de la vie, l'enfant dort de nuit comme de jour. Et au cours des 3 premiers mois, finalement, ça va un peu se stabiliser. Il dort plus la nuit que le jour. Finalement, au cours de la première année, on va arriver à un stade où il dort la nuit avec des réveils encore, mais la journée, il fait 2 siestes. Et en général, vers 18 mois, il a encore une sieste en début d'après-midi. Et cette sieste va disparaître entre 3 et 5 ans. Alors, ça dépend des pays. En France, c'est assez normé. En général, en moyenne section, les enfants ne font plus la sieste. Donc, c'est en général à 4 ans que les enfants arrêtent de dormir. Mais si on les laissait faire, ce serait entre 3 et 5 ans environ. Donc, mais même ces chiffres-là que je vous montre ici par rapport à l'âge sont individuellement très différents. Et donc la première chose, et c'est vraiment très très important d'en tenir compte, c'est que le besoin de sommeil d'un enfant est sous influence génétique. C'est-à-dire, par rapport aux enfants du même âge, votre enfant peut être un court dormeur, il a peut-être besoin de moins de sommeil que les autres enfants du même âge, ou au contraire, il peut être un long dormeur, il a besoin de plus de sommeil que d'autres enfants du même âge. Donc ça, il faut avoir en tête. Et en général, si vous voulez savoir mais quel serait le besoin de mon sommeil, le sommeil de mon enfant, vous pouvez vous imaginer la période des grandes vacances. Vous enlevez les premières 2 semaines où l'enfant va souvent récupérer. À partir de la 3e semaine, s'il n'y a pas d'activité particulière et l'enfant va dormir à son rythme, là, vous pouvez à peu près voir les besoins de sommeil de l'enfant dans une période de vacances, mais pas tout au début des vacances. D'accord? Donc ça, comme ça, vous aurez une idée à peu près de ses besoins réels. Et vous pouvez un peu voir, est-ce que l'enfant en période scolaire a suffisamment de sommeil ou pas. Mais ça peut être très variable d'un enfant à l'autre. Et si je dis c'est sous influence génétique, ça veut dire souvent chez un enfant court dormeur, on va avoir au moins un des 2 parents qui est court dormeur aussi. Chez un enfant long dormeur, on va souvent trouver au moins un des parents qui est long dormeur. Donc il y a des familles du coup, comme ça, qui ont besoin de beaucoup ou pas beaucoup de sommeil. Donc il ne faut pas imposer forcément une durée de sommeil à votre enfant, mais il faut bien connaître le besoin de sommeil de votre enfant et le respecter. Deuxième question que les parents posent souvent, mais du coup, à quelle heure il va se coucher? Donc ça, c'est maintenant la durée, c'est une chose, mais à quelle heure? Là aussi, la réponse n'est pas aussi simple. Donc, pour vous expliquer, là aussi, on peut avoir, on appelle ça un chronotype, c'est-à-dire on a une préférence de se situer dans la journée. Je vais vous expliquer. Donc, quelqu'un qui serait en aucun conflit avec le monde qui l'entoure, il est en parfaite harmonie avec le monde qui l'entoure. Il a un travail durant la journée, il commence à travailler à 9h et finit à 17h. Voilà. Donc, si cette personne n'a aucune difficulté, c'est une personne qui va être très en forme au cours de l'après-midi, le fin d'après-midi, début de soirée, va devenir à un moment un peu fatigué, va pouvoir se coucher à une heure horaire adaptée, va bien dormir la nuit, va se lever, va globalement être en forme. Mais il y a des personnes qui sont véritablement des personnes du soir. Et ces personnes du soir, cette phase de grande forme est beaucoup plus tard dans la soirée. Donc, ils vont être en très grande forme à 22h, par exemple. Très, très, très grande forme. Et à ce moment-là, si vous avez bien à vous coucher, vous ne pourriez pas dormir. C'est on appelle ça en anglais the forbidden zone for sleep, ou en France, la zone de maintien d'éveil. C'est une zone où c'est impossible presque de s'endormir. Si c'est le cas, forcément, vous n'arrivez pas à vous coucher là. Vous allez vous coucher plus tard. Et si vous êtes obligé de vous lever à la même heure que cette personne-là, au début de la matinée, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'avez souvent pas faim, vous êtes de mauvaise humeur, donc vous restez un peu dans votre monde. Et c'est seulement plus tard que vous allez à nouveau être en forme. Ce sont des personnes qui sont du soir. Si ces personnes-là, par contre, sont barman, par exemple, ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils sont en forme le soir, ils vont travailler le soir et le matin, ils peuvent dormir. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça dépend dans quel environnement on vit. À l'inverse,
il y a des personnes qui sont naturellement du matin. Ces personnes-là sont en très très grande forme, plutôt en début d'après-midi. Et en fin d'après-midi, ils peinent. Ce sont ceux qui vont rentrer à la maison, ils vont s'endormir à la télé, ils vont jamais arriver à un épisode jusqu'à la fin. Et quand ils se couchent, ils dorment, mais parfois la fin de la nuit peut être très dérangée avec des réveils qui sont trop précoces. Et du coup, effectivement, ils ont un autre problème que ces personnes-là. Donc ça, on appelle ça le chronotype. Et donc la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le chronotype est aussi sous influence génétique. On appelle des personnes couche-tard, lève-tard, on dit parfois les hiboux. Et les couche-tôt, lève-tôt sont des alouettes. Et ce sont vraiment des formats que nous avons. Voilà, on peut s'adapter à d'autres rythmes, mais notre rythme interne, encore une fois, c'est par rapport aux personnes du même âge que nous, restera plutôt couche-tôt, lève-tôt ou couche-tard, lève-tard par rapport aux personnes qui ont le même âge que nous. Là aussi, quand je dis c'est génétique, c'est souvent un enfant avec un chronotype vraiment prononcé du soir, a souvent au moins un parent qui est aussi un chronotype du soir. Et il faut en tenir compte le plus possible, mais comme vous le savez, l'école est quand même à horaire fixe, donc ce n'est pas toujours possible, hein, mais il faut le savoir. Si votre enfant est naturellement, par exemple, un hibou, bah, c'est plus difficile d'être compatible avec un rythme scolaire qui commence très tôt. Et donc, quand on regarde toute la population générale, il y a des gens qui ont fait des statistiques. Vous voyez, beaucoup sont dans les zones intermédiaires, mais il y a un petit pourcentage qui est du matin et un petit pourcentage du soir. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que les adolescents sont beaucoup plus fréquemment du soir que tous les autres, que les enfants, que les adultes et que les personnes âgées. Alors vous allez me dire, mais non, je viens de vous dire que c'est un trait génétique et là je dis les adolescents sont plus du soir. Alors j'ai dit c'est par rapport aux personnes du même âge parce que toute la population adolescente, ceux qui étaient plutôt dans la zone couche-tôt lève-tôt ou couche-tôt lève-tard, vont tous se décaler pendant l'adolescence. Entre 10 et 20 ans, en moyenne, les adolescents se décalent de 20 minutes par an. C'est très important comme décalage. Et ce n'est pas uniquement lié aux écrans, on va y revenir. Les écrans n'arrangent rien. Là-dedans, au contraire, ils aggravent ça. Mais il y a d'autres facteurs qui sont vraiment des facteurs biologiques qui sont responsables de ça. Et ça, il faut le savoir parce que c'est important de pouvoir mettre des limites. Et voilà, mais il faut savoir aussi que certains adolescents, si vous leur imposez un coucher à 20 heures, ne vont pas forcément pouvoir le faire, en fait. Ne vont pas forcément pouvoir dormir. D'accord, donc on a les bases. Maintenant, les parents peuvent se poser la question, mais quels sont les signes d'un mauvais sommeil chez mon enfant? Comment je peux savoir qu'il a un mauvais sommeil? Soit qu'il ne dort pas bien ou pas assez. Alors, déjà, pour vous consoler un peu, c'est quelque chose qui est assez fréquent. À peu près un tiers des enfants peuvent à un moment avoir un mauvais sommeil. Ce n'est pas forcément chronique. Et c'est surtout fréquent, bien sûr, avant l'âge de 3-4 ans. Et ça redevient plus fréquent à l'adolescence. Alors, quels sont les signes? Ce sont des signes déjà la journée. Et c'est ça la première chose aussi qu'on va vous demander, votre médecin traitant, votre pédiatre, quand vous allez leur parler des troubles du sommeil, vous allez dire, alors la journée, comment va l'enfant? Et chez un enfant qui ne dort pas bien, la première chose paraît un peu évidente, il peut être fatigué la journée, cerné, bâiller beaucoup, se frotter les yeux, voire somnolent, c'est-à-dire avoir une tendance à s'endormir. Mais plus fréquent encore, et notamment chez les jeunes enfants, sont d'autres symptômes. Ça peut être une agitation psychomotrice très importante, donc ce qu'on peut appeler hyperactivité motrice. C'est un enfant qui n'est jamais tranquille, qui ne va pas se poser, qui va toujours avoir, même s'il est assis, des petits mouvements. Pourquoi ? Quand un enfant perçoit qu'il est fatigué, voire qu'il y a une somnolence qui apparaît, les enfants ont tendance à lutter contre. Et un bon moyen pour lutter contre, c'est de rester tout le temps en mouvement. Et du coup, on peut parfois observer les enfants qui sont tout le temps en mouvement, mais s'ils se posent à un moment, c'est là qu'ils vont s'endormir, par exemple. Deuxièmement, on en a déjà parlé, très fréquemment, les enfants peuvent devenir très irritables ou très émotifs. Irritable, c'est un peu plus fréquent chez les garçons, donc ils vont avoir plus de crises de colère, etc. Émotif, pleurer pour un rien, voilà, être un peu triste, voilà. Mais ce sont vraiment des symptômes aussi, ou peuvent être des symptômes d'un sommeil qui est insuffisant. Et troisièmement, également très fréquemment, des troubles de l'attention, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se concentrer longtemps, de très vite être happé par autre chose, notamment à l'école. Alors, j'ai mis ça en rouge parce que pour ceux qui le savent, ce sont aussi des symptômes d'un autre trouble qu'on connaît, c'est le TDAH, le trouble déficit attentionnel avec hyperactivité. Et
parfois, un trouble du sommeil peut mimer un TDAH, c'est-à-dire il ne s'agit pas réellement d'un TDAH, mais ça peut aussi être coexistant avec un TDAH. Donc il y a un peu un chevauchement au niveau des symptômes. Et quand on avance dans l'âge, les grands enfants et les adolescents, c'est là qu'on peut voir de l'anxiété qui apparaît, voire des symptômes du champ dépressif chez les adolescents. Voyez. Mais les symptômes les plus fréquents sont les 4 premiers de la journée. Les conséquences sur la famille peuvent être très importantes. Donc, premièrement, un enfant, notamment un jeune enfant qui dort pas bien, peut aussi provoquer une insomnie chez les parents. Et les parents ne dorment pas bien. Et tout ce que ça entraîne après dans une famille, notamment chez certaines personnes, des véritables symptômes dépressifs, les parents qui ne s'entendent plus très bien. Donc, on a dans les études montré que ça peut avoir des graves conséquences sur la famille. Et donc, c'est très important, effectivement, de trouver une solution aux troubles du sommeil de l'enfant, pour l'enfant même, mais aussi pour sa famille. Et si on n'intervient pas du tout, ça a tendance à se chroniciser. Donc, c'est vraiment important de s'en occuper. Alors, quelles sont maintenant les causes les plus fréquentes? Donc, on va déjà commencer par les causes, je dirais, simples, sur lesquelles nous avons beaucoup d'influence nous-mêmes. Donc, la première cause assez fréquente des troubles du sommeil ou d'un mauvais sommeil sont ce qu'on appelle les mauvaises habitudes de vie ou la mauvaise hygiène de sommeil, si on veut. Alors, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive. Alors, on va déjà regarder du côté environnement. Effectivement, idéalement, l'environnement du sommeil est un environnement sans bruit, donc tranquille. Donc déjà là, parfois, ça peut pêcher si on a beaucoup de voisinage bruyant, par exemple. La qualité de l'air, donc on conseille d'aérer avant d'aller se coucher. Que la température de la chambre n'est pas trop chaude ni trop froide. Donc voilà, autour de 16-18 degrés, en général bien. Que la chambre est sombre. C'est pour plusieurs raisons, mais aussi parce que la nuit, on sécrète un hormone qui protège notre sommeil, la mélatonine, et la lumière va supprimer la sécrétion de cette hormone. Donc la chambre va être plutôt sombre. Vous pouvez avoir une petite veilleuse, mais pas une grande lumière allumée. Et le lit, bien sûr, doit être un lit confortable où l'enfant a de la place. Et il y a tout ce qui concerne les habitudes de vie. Alors effectivement, la caféine, l'alcool, la nicotine, ça va être plutôt pour les adolescents, on devrait le limiter. Tout ça a une mauvaise influence sur le sommeil. La caféine, vous le savez, c'est un stimulant, donc ça peut faire que ça empêche de nous endormir ou va provoquer plutôt des réveils. L'alcool va parfois aider à s'endormir, mais la deuxième partie de la nuit est beaucoup plus agitée, avec beaucoup plus de réveils, donc on ne gagne rien. Et ça peut déstructurer le sommeil avec une utilisation chronique, et la nicotine est aussi un stimulant et peut empêcher le sommeil. Et d'ailleurs aussi la nicotine des parents pour l'enfant. Donc aujourd'hui ça arrive beaucoup plus rarement qu'autrefois, et heureusement, mais il y avait un temps où les parents fumaient à la maison, et du coup l'enfant qui n'est pas exposé à la nicotine toute la journée, mais le soir se prend une grosse dose, ça peut avoir des conséquences sur la qualité de son sommeil, mais aussi au niveau respiratoire chez l'enfant. Les activités physiques, donc c'est bien d'être dehors dans la journée pour un enfant, d'avoir une activité physique. Ça peut parfois être un peu plus compliqué si elle est trop proche du coucher, parce que du coup ça excite beaucoup, la température centrale augmente et ça prend un peu de temps à nouveau pour descendre. L'alimentation, d'avoir une alimentation équilibrée, mais hélas aussi aujourd'hui et de plus en plus, les écrans vont influencer la qualité du sommeil des jeunes. Et on va parler de ça un tout petit instant. Alors, aujourd'hui, dès le plus jeune âge, certains parents exposent les enfants aux écrans. Parfois avec la bonne intention, en se disant les enfants vont apprendre quelque chose. Il y a un peu un malentendu parfois sur l'âge à partir duquel on peut faire ça. Donc beaucoup trop tôt, les enfants sont exposés. Alors que globalement, on dit aujourd'hui, on a déjà eu un atelier là-dessus, qu'en dessous de 3 ans, vraiment il n'y a pas de raison d'exposer l'enfant à des écrans, ou encore pour des choses extrêmement ponctuelles en accompagnement des parents. Normalement, avant 3 ans, il n'y a pas d'exposition aux écrans. Et par la suite, c'est une exposition qui devrait être limitée. Et pourtant, les études, si je vous montre une étude qui est parue en 2017, pour les enfants de 6 à 36 mois, donc les enfants de moins de 3 ans justement, en Angleterre, et ils ont pu montrer que dans cette population, 3/4 des enfants utilisaient un écran tous les jours, en dessous de l'âge de 3 ans. Et si vous regardez des chiffres, c'était 200 minutes de télévision par jour, plutôt au fond de la pièce. Ça ne veut pas dire que l'enfant regarde tout le temps, mais la télé est allumée.
Et c'était une moyenne de 24 minutes de tablette par jour pour ces enfants-là. Pour les plus grands, bien sûr, c'est beaucoup plus important encore. Une autre étude chez les collégiens, si on cumule tous les écrans et leur durée, on est à une moyenne de 5,8 heures par jour à 11 ans et de 8,5 heures par jour à 15 ans. Ça va vous paraître beaucoup, mais si vous réfléchissez que parfois les enfants sont devant leur Xbox avec leur portable à côté, ils ont encore un troisième écran qui surveille. Donc voilà, si on cumule tous ces temps-là, on y arrive vite. Alors, est-ce que ça a des conséquences de sommeil? Oui. Dans cette étude qui a regardé le sommeil des tout-petits, ils ont pu faire des analyses qui ont montré que chaque heure d'utilisation de la tablette correspondait à une perte de 15 minutes de sommeil par jour. Donc sur la durée, sur la latence d'endormissement, etc. Donc ça a des conséquences directement sur le sommeil, une exposition aux écrans, et c'est aussi le cas chez les adolescents. La deuxième, donc écran, habitude de vie, ça c'est vraiment la première chose et autour de laquelle on peut déjà faire tout un travail en tant que parent. La deuxième chose, et ça c'est très fréquent chez les jeunes enfants, ce qu'on appelle les conditions anormales à l'endormissement. Alors du coup, pour bien l'expliquer et pas juste être il ne faut pas faire ça, enfin, ça je vais vous montrer ce diagramme. Quand on dort en cycle. Vous avez peut-être entendu du train de sommeil, j'aurais pu vous montrer ça. Donc il y a des wagons. Et chaque wagon est composé de différents stades de sommeil léger et profond et finit avec un peu de sommeil de rêve. D'accord? Donc on a un cycle, deux cycles, trois cycles, etc. Et à la fin de chaque cycle, on allège un peu notre sommeil. C'est là souvent qu'on se retourne, qu'on va très brièvement se réveiller. C'est tellement court qu'on ne se souvient même pas le matin. Mais ça sert souvent pour avoir une brève orientation et se dire est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis encore dans ma chambre? Est-ce que mon partenaire est encore là? Est-ce que la maison n'est pas en feu? Tout va bien, je me rendors tout de suite. L'enfant fait la même chose. Sauf que le jeune enfant, ce qui arrive souvent, c'est qu'à l'endormissement, il ne s'endort pas seul, il a de l'aide. Et cette aide peut être des choses très variables. Les bras des parents, bercer, s'endormir au sein. Pour d'autres, ça va être la télévision ou la tablette. Il y a des parents qui font le tour avec la voiture du quartier. D'autres mettent sur la machine à laver. Enfin, on a entendu plein de choses. Et à l'endormissement, souvent les parents, ça les gêne moins parce qu'ils se disent c'est sympa aussi, l'enfant est petit, voilà, on l'accompagne dans son sommeil. Donc l'enfant s'endort et les parents mettent l'enfant dans le lit, ils partent, l'enfant fait son premier cycle de sommeil tranquille, il se réveille, il veut juste s'orienter brièvement, il veut juste voir si tout va bien, sauf que rien ne va bien. Parce qu'on s'est endormi dans les bras de maman et on se réveille dans son lit tout seul. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va pleurer. Parce qu'il aimerait bien à nouveau avoir les bras pour pouvoir se rendormir. Ce qui va se passer, la mère vient, ou le père, et ça peut se passer parfois après chaque cycle. Et du coup, les parents vont fréquemment venir en disant « mon enfant se réveille très fréquemment ». Et si on regarde, ça correspond vraiment à peu près à chaque cycle de sommeil. Là, quelle est la solution? Ce n'est pas simple parce que c'est très facile à le dire, beaucoup plus que de le faire, mais on peut parler après des astuces. L'idéal, c'est que l'enfant arrive à s'endormir seul. Et on travaille d'ailleurs en thérapie souvent que l'endormissement dans un premier temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, les réveils nocturnes disparaissent. En réalité, ce n'est pas que l'enfant ne se réveille plus du tout au cours de la nuit, sauf qu'il va se réveiller et pour lui, comme il s'est endormi seul le soir, il est arrivé seul, il va aussi se rendormir à nouveau seul quand il se réveille au milieu de la nuit. Donc, une des choses qu'on doit vraiment envisager, c'est qu'assez tôt, idéalement, quand on a un bébé encore, de temps en temps, on aide au bébé de s'endormir seul. C'est-à-dire, quand on voit qu'il est presque en train de s'endormir, on le pose dans le lit pour qu'il s'endort seul. Et cet apprentissage va prévenir beaucoup de difficultés. Si par contre, l'enfant a déjà beaucoup d'habitude d'être accompagné pour l'endormissement, là, il faut souvent faire un petit travail pour que l'enfant puisse s'habituer à s'endormir seul. La troisième chose, et ce n'est vraiment pas un jugement, c'est on a parfois du mal à poser les limites à nos enfants. Bon. Les enfants peuvent mettre beaucoup de choses en place. Le soir, je ne veux pas dormir, encore un bisou, je dois faire pipi, j'ai faim, encore un câlin, etc. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et au début, encore une fois, ça va souvent pour les parents, mais le plus de temps que ça prend, le plus les parents sont agacés, et ça finit par des parents qui lèvent la voix, etc. Et qui après sont dépités parce qu'ils ont levé la voix, qu'ils ne voulaient pas lever la voix. Donc, on est tous passés par là. Ce n'est pas facile, mais parfois c'est ça aussi de se dire, au lieu d'aller trop longtemps dans le sens de l'enfance, justement, souvent des enfants qui sont bien éveillés, qui aiment tout négocier, qui n'ont juste pas envie de décrocher,
Donc, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre des limites en place, dans la bienveillance, ferme. Et là, parfois, les parents ont besoin de quelques conseils pour pouvoir le faire. Ça arrive un peu plus fréquemment avec le premier enfant qu'avec les autres, parce que là, on est rodé. Voilà, donc ça, parfois, ça demande un certain ajustement. Quatrième cause qu'on trouve aussi fréquemment sont des erreurs alimentaires. Je ne vais pas parler de toutes les erreurs qui existent. Les pédiatres, les médecins traitants vont discuter ça toujours avec les parents. Mais juste avoir une chose en tête. Une alimentation la nuit, après l'âge de 6 mois, alors je dis 6 mois chez un enfant qui n'a pas de difficultés, qui a un poids qui est normal, etc., ça va entretenir des réveils nocturnes. Pourquoi? Parce que là aussi, dans notre corps, nous avons beaucoup d'horloges. Donc il y a l'effet de la digestion, ça c'est une chose, et voilà, ça vous le savez. Mais il y a aussi les horloges du foie. Si un enfant, plusieurs fois d'affilée, va recevoir un biberon à 3 heures du matin, nous avons des horloges au foie qui aiment bien préparer le corps pour l'arrivée de l'alimentation. Et donc, il y a des études très intéressantes qui ont montré que quand on donne régulièrement à manger la nuit, ça provoque en fait avec le temps des réveils. C'est-à-dire, l'horloge du foie programme des réveils pour que l'enfant est bien réveillé parce qu'un biberon va arriver. Vous voyez? Donc, du coup, quand on a compris ça, c'est très important chez un enfant qui prend encore un biberon la nuit alors que théoriquement, il n'aura plus besoin, de se dire, voilà, on veut déjà enlever l'alimentation nocturne et souvent, on peut, alors soit on supprime pour les parents qui s'y sentent, si les parents ont beaucoup de mal à faire ça, on peut diluer, par exemple, de sorte que c'est de plus en plus de l'eau, donc jusqu'à ce que l'enfant est à l'eau et après on diminue la quantité. Mais ça va souvent assez rapidement, mais ça c'est important. Tant que l'enfant mange la nuit, on provoque et on entretient des réveils nocturnes. Et finalement, parfois, par contre, et ça il faut aussi le savoir, il y a aussi un vrai trouble du sommeil, un véritable trouble du sommeil qu'on ne peut pas régler juste avec quelques conseils ou quelques ajustements. Alors, quels en sont des signes? Bien sûr, s'il y a l'enfant arrête de grandir, par exemple. Donc, voilà, il n'a plus grandi depuis un certain temps. Le médecin traitant, en général, va vous le dire. Là, parmi plein de causes, on va aussi se dire, est-ce que l'enfant dort bien ou est-ce qu'éventuellement, il a un trouble du sommeil très important? Parce que pour avoir une cassure, il faut que vraiment le trouble du sommeil soit important, mais ça peut arriver. Certains symptômes peuvent aussi nous indiquer qu'il y a peut-être autre chose. Par exemple, un enfant qui ronfle la nuit, qui transpire énormément, de sorte que parfois il faut vraiment changer de pyjama la nuit. Donc, ça peut nous indiquer qu'il ne respire peut-être pas très bien au cours de son sommeil. Donc là aussi, il faut en parler au médecin. Un enfant qui a beaucoup de mal à s'alimenter, qui régurgite beaucoup, ce genre de symptômes, en parler au médecin, ça peut aussi orienter vers d'autres causes. Après, de ce qu'on appelle le caractère paroxystique, c'est-à-dire un enfant qui se réveille extrêmement brusquement la nuit, avec des pleurs fréquents, ça ne ressemble pas à ce qu'on appelle des terreurs nocturnes qui, elles, sont bénignes. Voilà, il faut en parler au médecin, discuter un peu pour voir s'il n'y a pas autre chose, si l'enfant n'a pas éventuellement des douleurs. Et bien sûr, si la journée, il y a des répercussions très importantes. Alors, moi, j'ai marqué des endormissements à long porte-pièce. Donc, les enfants, dans n'importe quel contexte, ils sont en train de discuter avec vous, bouf, ils s'endorment. Ça, ce n'est pas normal. Là, il faut vraiment parler à votre médecin. Mais bien sûr, je ne l'ai pas marqué là aussi, c'est les enfants commencent à se déprimer, à être très anxieux la journée, par exemple. Là aussi, il faut aller clairement un peu plus loin. Donc, à ce moment-là, parlez-en avec votre médecin traitant et éventuellement, si le médecin traitant pense que c'est indiqué, de prévoir une consultation spécialisée pour le sommeil. Alors, qu'en est-il des adolescents? On a beaucoup parlé des enfants, le cas des adolescents est quand même un peu différent. Est-ce qu'il y a des particularités? Il y en a, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tous les adolescents se décalent. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'ils se couchent tard, du coup. Alors, il faut se lever tôt pour aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dette de sommeil. L'enfant rentre en privation de sommeil, il n'a pas assez de sommeil. Donc, la journée, il est très fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux possibilités. Il fait une sieste. C'est quand même très rare que les adolescents font la sieste. Ça arrive, mais c'est rare. Ou parfois ils luttent contre. Ils ont leurs moyens de lutter contre, mais certains prennent des boissons énergisantes, le café, éventuellement la cigarette, qui aide aussi à rester éveillé. Mais ce qui fait que la nuit, on dort encore moins bien, même si on a fait une sieste ou si on a pris des substances. Ce qui fait qu'on a vraiment accumulé pas mal de privations de sommeil en semaine. Et donc le week-end, il faut récupérer. Donc l'enfant dort le samedi, dimanche, midi, 1 heure, pour justement récupérer, entre guillemets.
Mais ça va renforcer son retard de phase, bien sûr. Et le dimanche soir, comme on devrait se coucher à nouveau plus tôt, ce n'est pas possible parce qu'on s'est encore plus décalé. Donc il se couche tard, etc. Et l'adolescent peut rester là-dedans et accumuler la dette de sommeil. Et il y a un terme pour ça qui s'appelle le jet lag social, c'est-à-dire comme s'il était dans un jet lag continuel parce que son horaire interne ne correspond plus au monde qui l'entoure. Et les écrans, bien sûr, renforcent ça, parce que si le soir on est sur les écrans, ce n'est pas toujours la cause, mais ça ne va pas arranger les choses, l'enfant ne décroche pas, et la lumière va aussi continuer à le réveiller. On pense qu'en France, jusqu'à 40% des enfants sont par moment en manque de sommeil, pas forcément grave, beaucoup peuvent compenser, il ne faut pas être trop alarmiste, mais il faut repérer ceux qui n'arrivent plus à se lever le matin pour aller à l'école, qui commencent à avoir des performances scolaires qui sont en chute. Et là, effectivement, il faut aussi prévoir une consultation parce que les conséquences de la privation chez l'adolescent sont légèrement différentes. Il y a un peu plus de troubles d'humeur, un enfant qui se déprime un peu. Des symptômes, comme on a déjà dit, de TDAH, c'est-à-dire qui vont être très inattentifs à l'école, par exemple, très impulsifs, et les adolescents déjà impulsifs à la base, c'est lié à la maturation cérébrale. Alors, les manques de sommeil vont encore aggraver ça. Il y a un peu plus de tendance dans la littérature pour l'abus de substances. Alors, parfois, c'est AVSI presque d'automédication, c'est-à-dire le soir, l'alcool est sédatif, etc., et la journée, les stimulants, mais il faut y être très vigilant. Les conséquences métaboliques, on a brièvement parlé, donc il y a un peu plus de tendance à prendre du poids. Et bien sûr, si c'est important, éventuellement, voilà, une irrégularité d'aller à l'école, rater les cours de matin, voire arriver jusqu'à la déscolarisation. Donc, à ce moment-là, c'est une grosse alerte. Et là, il faudrait vraiment consulter pour voir par quoi on aborde ce problème-là. Alors, je vais finir par les conseils pour un bon sommeil, et après, bien sûr, je vais écouter toutes vos questions sur peut-être les troubles du sommeil que vous rencontrez au quotidien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garantir un bon sommeil, pour avoir des bonnes conditions de sommeil? Donc, comme j'ai dit au début, de connaître bien le besoin de sommeil de votre enfant et le chronotype de votre enfant, et si c'est possible, de le respecter. Le chronotype, ça va être plus compliqué, mais le besoin de sommeil, ce sont vraiment ça qu'il faut en termes de durée de sommeil. Après, il y a des conseils qui sont âge dépendants. Alors, pour les tout petits, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Ce sont des conseils pour faire en sorte que l'enfant va acquérir un bon sommeil. Déjà, tout au début, de l'aider à faire la différence entre jour et nuit. Comment on peut faire ça? La nuit, on va vraiment intervenir un minimum. Donc, changer s'il est vraiment très mouillé, on ne joue pas. On a une source lumineuse minimale, c'est-à-dire même si vous le changez, même si vous l'alimentez, vous n'allumez pas toutes les lumières du salon, etc. Toute petite source lumineuse, ça suffit pour que l'enfant fait la différence. En revanche, la journée, on garde une bonne luminosité. Vous n'allez pas fermer tous les volets complètement pour la sieste. Pour la sieste, un rideau transparent, ça peut suffire. L'horloge biologique doit pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit. C'est mieux. On joue avec l'enfant quand il a bien dormi, quand il est réveillé, et on accepte des bruits normaux la journée. C'est-à-dire, vous ne débranchez pas le téléphone et la sonnette et vous n'aspirez pas du tout. Les bruits de la maison peuvent continuer, c'est le jour et ce n'est pas la nuit. Et la deuxième chose, alors je ne veux pas maintenant me disputer avec les pédiatres, ne soyez pas trop par rapport aux critères à partir de quel âge et quel poids, mais environ, si un enfant, au minimum 7 semaines et au minimum 5 kilos, après, professeur Legel peut peut-être commenter, mais en tout cas, l'idée est de le mettre régulièrement réveillé au lit pour qu'il puisse apprendre à s'endormir seul. Donc ça, comme vous avez entendu tout à l'heure, ça c'est vraiment utile parce que ça va faire que l'enfant va dormir plus vite toute la nuit. Si l'enfant dort beaucoup le jour, vous avez le droit de le réveiller parfois. Donc, c'est un mythe de dire il ne faut jamais réveiller un enfant qui dort. Donc, si l'enfant a tendance à beaucoup dormir le jour et pas du tout beaucoup la nuit, voilà, vous pouvez commencer doucement à le réveiller la journée. Et surtout en fin d'après-midi, parce qu'on aimerait bien avoir une phase de veille avant la période du sommeil nocturne. Et je vais y revenir. On peut commencer d'instaurer un dernier repas le soir à une heure fixe. Ça va aussi rythmer donc les 24 heures pour l'enfant. On peut commencer à le coucher à peu près à la même heure, instaurer un rituel du soir. Ça, c'est toujours très agréable et ça va devenir de plus en plus important en fin de première année de vie et deuxième année de vie.
et la nuit, et ce n'est pas juste pour être féministe, donc laissez au papa aussi la charge pour espacer un peu les repas nocturnes, et c'est surtout pour l'allaitement en fait, parce qu'un enfant, parfois qui doit être changé la nuit, mais si c'est la maman qui allaite, c'est très compliqué, c'est très souvent tout de suite associé à une alimentation, alors que c'est un peu moins le cas si c'est le papa. Après, jusqu'à l'âge scolaire, voilà, vous allez suivre un peu ça. C'est-à-dire, si besoin, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on peut entraîner l'horloge un peu plus activement. Comment on peut faire ça? On peut définir un planning avec les parents en fonction de leurs besoins et des besoins de l'enfant pour garantir une période de sommeil la nuit environ de 11 heures, mais comme on a entendu, c'est très variable. Mais surtout, ce qu'on aimerait bien avoir, que une partie nocturne, les siestes qui couvrent le reste du besoin, mais 4-5 heures de veille avant le sommeil de soir. C'est-à-dire, on ne laisse pas l'enfant faire une sieste jusqu'à 18 heures en voulant le recoucher à 20 heures. Ça, ce n'est pas assez. Hein. Il faut qu'il y ait une bonne période de veille avant le sommeil la nuit. Et on garde le sommeil le plus stable possible. Et encore une fois, on peut réveiller un enfant si c'est nécessaire, donc pour éviter notamment des siestes très longues en fin d'après-midi. Et on continue bien sûr les rituels. Alors, à l'adolescence, je vous ai mis l'hygiène, c'est souvent un peu illusoire, on va en parler, mais idéalement, bien sûr, là aussi, on aurait un rythme de sommeil aussi régulier que possible, mais bon, ce sont des adolescents, donc voilà, hein, donc il faut voir où sont des compromis à trouver. Globalement, pendant la journée, bien s'exposer à la lumière, pas éviter la caféine, l'alcool et la nicotine. Pratiquer un sport, c'est très bien d'une manière globale pour l'adolescent. Pas trop proche du coucher. Là, on ne peut pas toujours y obéir. Il y a des entraînements, notamment pour les adolescents qui vont au lycée, au collège, qui sont tard le soir. S'ils finissent à 9-10 heures, jusqu'à ce que voilà, l'enfant arrive à se calmer, la température centrale qui baisse. Donc ça, c'est parfois très compliqué pour ceux qui sont déjà un peu décalés. Et bien sûr, on évite les siestes tardives ou longues. Et chez l'adolescent, et on oublie parfois, il a aussi besoin de son rituel, comme nous d'ailleurs aussi, hein, des adultes, mais de voir quel rituel on peut trouver. Donc ce n'est pas aux parents ou aux médecins de l'imposer, mais on va réfléchir, voilà, comment garantir que 1 à 2 heures normalement avant le coucher, il n'y a plus d'écran, de téléphone portable, rien du tout. Et surtout, qu'est-ce que l'adolescent aime faire à ce moment-là? Et ça, ce n'est pas toujours facile à trouver, parce que beaucoup passent aujourd'hui par des tablettes ou par le contact avec les amis. Et ça demande parfois vraiment un véritable travail pour voir, voilà, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Est-ce que écouter la musique peut-être, se faire des playlists avec la musique un peu calme, lire pour ceux qui aiment lire, dessiner pour d'autres. Donc ça demande vraiment une réflexion, mais idéalement il faut apprendre à décrocher. C'est de toute façon quelque chose qui va être utile plus tard dans la vie aussi. À un moment, voilà, il faut couper et passer à des activités qui ne sont pas liées à des écrans. Et idéalement, on n'a pas d'écran dans la chambre. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment une présentation assez courte. Si vous voulez aller plus loin, alors pour ceux qui sont des psychologues, des infirmières, qui sont dans le soin, dans la prise en charge, il y a 2 livres pour ces professionnels-là. Un livre Prise en charge de l'insomnie qui contient des très grands chapitres sur l'insomnie de l'enfant, tout petit enfant, âge scolaire, adolescent. Pour aller plus loin, dans tout ce qui concerne sommeil, rythme et psychiatrie. Donc dans les 2 livres, j'ai participé. Ça, c'est un livre que nous avons édité en 2016, donc c'est relativement récent. Mais pour les parents, plus intéressant, vous avez un site parisien, mais auquel tous les experts du sommeil au niveau national participent, qui s'appelle le réseau Morphée. Et ils ont depuis peu ouvert une section pour le sommeil de l'enfant. Donc c'est https://sommeillenfant.réseau-morphée.fr. C'est extrêmement bien fait. Vous avez des conseils en fonction des différents âges des enfants et des adolescents. Vous pouvez poser des questions, mais ce sont vraiment des experts du sommeil qui vont vous répondre, qui se sont organisés. C'est un site qui est très très bien fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attendrai vos questions. Merci infiniment, Carmen, pour ta présentation. Je suis toujours admiratif de la clarté, de la finesse de tes présentations. C'est parfait, on a beaucoup de chance de t'avoir ce soir. J'ai pas dit peut-être que tu étais à la fois pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie ici aux US et spécialiste bien sûr du sommeil de l'enfant tout particulièrement. Question, ici ou sur le net? Oui. Merci effectivement, parler dans le micro.
Merci effectivement pour cette présentation extrêmement claire. Je voudrais juste que vous, si vous voulez bien, nous parler un tout petit peu de ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Oui. Quand est-ce que c'est physiologique et à quel âge, les mécanismes éventuellement. Voilà. Merci. Alors, la question porte sur les terreurs nocturnes. Hein. Les terreurs nocturnes, ce ne sont pas vraiment des maladies du sommeil. C'est un phénomène qui va survenir au moment du sommeil, qui est extrêmement fréquent, qui peut parfois apparaître assez tôt, vers l'âge de 6 mois, 1 an. Mais c'est le plus fréquent entre 2 et 6 ans environ. Et en fait, ce que c'est une instabilité entre l'éveil et le sommeil. Normalement, comme vous et moi, nous fonctionnons comme un interrupteur. C'est-à-dire, soit on est réveillé, soit on est endormi. On ne va pas rester suspendu entre deux états. Les enfants, mais c'est lié à la maturation cérébrale, se trouvent parfois un peu coincés entre les deux. C'est-à-dire, dans le cas des terreurs nocturnes, et c'est très proche de ce qui se passe dans le somnambulisme, tout le cerveau, le cortex reste endormi, et d'ailleurs on peut le mesurer, il y a des grandes ondes, voilà. Mais il y a un réveil qui se produit sous-cortical, et du coup, il y a des choses qui se passent. Dans le cadre des terreurs nocturnes, c'est souvent extrêmement primaire, c'était très impressionnant pour les parents parce que l'enfant va crier, va devenir tout rouge souvent, avoir des yeux ouverts, terrorisé, d'où le terme. Et quand les parents arrivent, souvent l'enfant ne reconnaît pas ses parents, va d'ailleurs se débattre, voilà. Et ça peut durer quelques minutes, mais qui paraissent comme une éternité pour les parents. Une fois que l'enfant, par contre, se réveille, il ne garde aucun souvenir parce qu'en fait, son cerveau était endormi très profondément. Les parents sont terrorisés, mais l'enfant va bien une fois qu'il est réveillé et souvent va se recoucher. Si ça apparaît de temps en temps, autour de l'âge, comme je vous l'ai dit, ça va d'ailleurs être un peu plus fréquent quand l'enfant arrête de faire des siestes ou si jamais il se couche plus tard parce que la pression de sommeil va être plus importante et comme du coup il va faire plus de sommeil en profond, il y a aussi plus de chances qu'il va faire des terreurs nocturnes. Donc c'est parfois plus le week-end ou quand il y a des décalages de rythme ou quand il ne fait pas la sieste. Si c'est une fois de temps en temps, il n'y a rien de mal. C'est souvent dans le deuxième cycle de sommeil, donc ça va apparaître souvent vers entre 10h et minuit, très fréquemment. Voilà, donc il n'y a rien à faire. Si maintenant, par contre, ça devient très 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 fréquent, vous avez ça tous les jours, ou voire 2 fois dans la même nuit, ça veut dire souvent qu'il y a autre chose qui dérange son sommeil. Et on va plutôt, les terreurs nocturnes, ce n'est pas grave, mais parfois il y a quelque chose qui dérange le sommeil, et c'est ça qu'on va chercher. Mais alors que c'est très impressionnant pour les parents, ce n'est pas du tout aussi impressionnant pour l'enfant. Il ne faut pas systématiquement l'associer à une anxiété très importante. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Et la différence avec les cauchemars, c'est que les cauchemars apparaissent plutôt en deuxième partie de la nuit. Et là, par contre, l'enfant va se réveiller vraiment et va avoir très peur. C'est-à-dire, l'enfant qui se réveille après des terreurs nocturnes, il est bien. Par contre, l'enfant qui se réveille avec des cauchemars, il a toujours peur. Il parle des monstres ou de ce qu'il a vu. Il veut être rassuré par le parent. Il a du mal à se recoucher. Or que l'enfant avec des terreurs nocturnes, en général, pas. Mais bon, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. Ça devrait, par contre, disparaître au cours de l'adolescence. Il y a un tout petit pourcentage d'adultes qui fait encore des terreurs nocturnes. Là, pareil, là, c'est bien de faire à un moment un point avec un spécialiste du sommeil. Mais normalement, ça se règle à partir de l'adolescence. Alors, moi, c'était par rapport à ce que vous avez dit, donc le fait de pouvoir réveiller l'enfant. Justement, parce que souvent, on entend, surtout au premier enfant, que de un, il ne faut pas laisser le petit pleurer parce que ça cause des problèmes à son cerveau. Et deux, ne pas le réveiller, justement, parce que son cerveau est en travail, compagnie. Donc, la question que je voulais vous poser, c'était de savoir déjà si on peut le réveiller de la sieste, sans conséquences particulières. Et deuxièmement, par rapport justement à la nuit, pour l'inciter à se coucher plus tôt, est-ce qu'on peut le réveiller du coup à heure fixe pour justement le coucher plus tôt en fait? Alors, donc premièrement par rapport aux deux choses que vous avez dit, donc quand on dit il ne faut pas laisser un enfant pleurer, donc il y a parfois une confusion de choses. Si un enfant, un tout petit bébé, pour être bien ajusté, effectivement, tout au début de la vie de l'enfant vient de naître, on va couvrir les besoins de l'enfant. C'est très important que l'enfant puisse avoir l'expérience. Mes parents, répondent à mes besoins. Donc forcément, quand un enfant pleure, c'est un signe qu'il a faim, peut-être la couche est mouillée, ou peut-être il a besoin d'être rassuré, etc. Mais c'est tout au début de la vie. Ça ne dure pas 4 ans. Donc on ne peut pas ne pas laisser pleurer un enfant pendant 4 ans, par exemple. 2 ans, voilà, c'était ça ma question.
L'enfant, c'est son moyen d'expression d'un mécontentement. Il a le droit de pleurer. Hein. Ce n'est pas comme nous. Quand nous, on pleure, en général, c'est associé à une tristesse, on n'est vraiment pas bien. Ben, ce n'est pas le cas chez l'enfant. L'enfant peut pleurer pour de multiples raisons. D'ailleurs, à 2 ans, vous connaissez bien les différents types de pleurs, en général. Hein. Donc, bien sûr, on peut parfois laisser un enfant pleurer et de dire, voilà, non, là, je suis désolée, nous avons décidé ça, tu n'es pas content, je comprends que tu n'es pas content, mais tout de même, nous avons décidé ça et nous tenons notre décision. C'est important pour l'enfant de rencontrer les limites. Pourquoi? Parce que sinon, ça le rend anxieux. Un enfant qui n'a jamais de limites, où tout est négociable, donc à ce moment-là, l'enfant va développer parfois des angoisses parce que justement, il ne rencontre pas des limites naturelles et les parents ne lui mettent pas de limites. Donc c'est important à un moment de ne pas louper le coche où il faut commencer à mettre des limites. Et c'est souvent quand l'enfant commence à dire non au début de 2e année de vie, là il faut commencer aussi de temps en temps vous à dire non. Voilà. Alors après, la deuxième chose, est-ce qu'on peut réveiller un enfant à la sieste, notamment si la sieste dure trop longtemps? Absolument, vous pouvez le faire. Hein. Vous allez le faire de manière douce, vous allez commencer à faire plus de bruit, ouvrir la porte, etc. Et après, le réveiller. Parce que si un enfant a du mal à s'endormir le soir, on ne voudrait pas, par exemple, qu'il dort plus longtemps que 15h30, 16h. Parce que sinon, effectivement, après, il n'y a pas la phase de veille qu'il lui faut pour être à nouveau suffisamment fatigué le soir. Donc, clairement, vous pouvez le faire. Et le réveil matinal, merci pour cette question, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous ne laissez pas dormir, du coup, un enfant longtemps le matin. Vous faites un lever fixe, même le week-end, parce que c'est ça qui va faire à nouveau qu'il puisse augmenter sa pression de sommeil. Il peut faire une sieste, mais vous allez à nouveau probablement un peu le réveiller pour qu'il soit à nouveau fatigué le soir. Si vous tenez ça pendant même pas une semaine, ça va se régler assez vite en fait. Mais le lever matinal à heure fixe dans ce cas-là est très important, effectivement. Oui, on peut laisser pleurer les enfants et on peut les réveiller. Je sais, voilà. Les pédiatres sont d'accord. En tout cas, moi, voilà. Je souscris pour rebondir dans la bienveillance, mais voilà. Je rebondis sur ce que tu disais, les pédiatres. En tout cas, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, absolument. Oui. Pour les ados, est-ce qu'il faut réveiller les ados à heure fixe le week-end et la semaine? Oui. Alors, déjà, les ados, c'est jamais tout à fait pareil parce que les ados, c'est toujours la question est-ce qu'ils vont se laisser réveiller? Mais bon, l'idée est ça. Un adolescent. Donc, qui est décalé, vous n'allez pas le réveiller à 6h30 comme en semaine, par exemple. Mais théoriquement, ce qu'on dit, ce n'est pas laisser dormir plus que 2, maximum 3 heures de plus qu'en semaine. Et chez les ados, souvent, ça dépasse beaucoup plus ça. Hein. Donc, d'avoir une petite fenêtre de laisser dormir un peu plus longtemps, mais pas complètement réveillé. Parfois, ce qu'on peut faire, c'est déjà rentrer dans la chambre. Bon, il faut le discuter avec l'ado avant qu'il soit d'accord sur le principe et lever les volets, par exemple, pour qu'au moins il y ait de la lumière dans la chambre. Ça peut déjà une première chose, ce qui fait que souvent le sommeil va devenir plus léger aussi. Et surtout, l'horloge biologique est informée que c'est le jour, hein, parce que si on reste dans une chambre noire jusqu'à midi, c'est encore pire. Et ne pas trop, effectivement, décaler les horaires de lever. Mais peut-être quand même pas tout à fait. Voilà. Il faut trouver un juste équilibre et il faut surtout associer l'adolescent à la démarche, en fait. Hein. À partir de ça, demande à lui aussi, peut-être. Mais ça évite qu'il se décale trop, effectivement. J'avais une autre question par rapport à ce que vous avez dit pour les cycles couche tard, lève tard, couche tôt, lève tôt. Est-ce que, par exemple, si on est couche tard, lève tard, on peut devenir couche tôt, lève tôt? Alors, ou ça va à l'encontre même de... Alors, s'il y a quand même... heureusement, notre système est malléable parce que vous savez bien que quand vous voyagez en Asie ou aux États-Unis, vous arrivez à vous adapter à d'autres environnements et vous arrivez à vous décaler. C'est la même chose. Si vous avez un rythme de travail qui va vous forcer dans un autre rythme, souvent on arrive à s'adapter un peu, mais ça peut être souvent les patients disent ils ne sont pas complètement à l'aise, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas aussi bien que si leur propre rythme était respecté. Si vous êtes un peu couche-tard, lève-tard ou un peu couche-tôt, lève-tôt, ça ne joue pas. Si vous êtes extrême couche-tard, lève-tard ou extrême couche-tôt, lève-tôt, ça joue un rôle. Et d'ailleurs, si vous faites un sondage parmi tous les barman de Strasbourg, vous allez trouver quasiment que des couche-tard, lève-tard. Et chez tous les boulangers, vous allez trouver beaucoup de couche-tôt, lève-tôt, parce que sinon, c'est difficilement tenable en fait des rythmes
extrême. Donc, on peut s'adapter un peu, mais dans une certaine limite. Voilà. Et souvent, on dit, mais bon, c'est un détail, mais les gens du soir sont quand même un peu plus flexibles avec leur rythme que les gens du matin. L'horloge est plus rigide, en fait. Hein. Donc, c'est pour les personnes du matin de venir franchement du soir, c'est très compliqué. Mon fils de 2 ans s'endort sans souci à la maison. Il est en crèche depuis tout petit où je travaille. Il hurle à chaque coucher. Je ne comprends pas pourquoi. Il a des doudous également là-bas. Merci de vos conseils. Alors, bon, ça me donnerait maintenant envie de poser plein de questions que je ne vais pas faire là, parce que ça peut être lié à plein de choses. Alors, le petit détail dans la question était quand même la crèche où je travaille. Alors, parfois, il peut s'agir d'un enfant qui n'aime pas trop la confusion des choses, des environnements, et qu'à la maison, c'est la maison, et là, voilà, ça se passe bien. Mais si... Je ne sais pas si sa mère est dans son groupe, par exemple, hein, mais si c'est la mère qui veut le coucher dans le cadre de travail à la crèche, ce n'est parfois pas du tout perçu de la même façon et l'enfant peut protester. Voilà. C'est la même chose avec les apprentissages, etc. Donc les parents ont un rôle de parents et les enfants n'aiment pas trop quand les parents sortent ce rôle-là pour devenir enseignants, puéricultrices, etc. Ça peut être ça. Ou ça peut être un enfant qui a plus de mal avec un environnement, qui, par exemple, à la maison est habitué à un environnement extrêmement calme et du coup, à la crèche, où il y a beaucoup d'enfants autour et beaucoup de choses qui se passent, a du mal à lâcher prise. Mais peut-être c'est autre chose. Il me faudrait plus d'informations sur cette question-là. Hein. La question est, par exemple, est-ce que l'enfant va bien dormir chez les grands-parents ou dans d'autres environnements que la crèche? Ça donnera un peu des indices. Hein. J'aimerais savoir, en fait, si, par exemple, lors des fêtes de fin d'année, ma petite fille qui avait 18 mois, la famille se demandait souvent à ce qu'elle se couche plus tard. Des fois, ça arrivait que je la couchais à 11h, voire même minuit, parce qu'ils voulaient profiter d'elle. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur son cerveau ou sur le sommeil aussi Non, il ne faut pas être trop rigide non plus. Alors déjà, il faut quand même, il y a des fêtes, il y a des situations exceptionnelles. C'est aussi important que les enfants partagent. Il ne faut pas devenir maintenant quelqu'un qui couche exactement à la même heure, ça n'est pas non plus bien. Vous avez tout à fait le droit dans une situation exceptionnelle que ça soit un peu plus fluide. Il ne faut juste pas être surpris que à la fin des vacances, si vous avez fait ça maintenant souvent, et là vous dites, oh non, demain il y a école, donc là je te couche à 7h. Bon, elle ne va peut-être pas s'endormir tout de suite, ça c'est sûr. Et il faut peut-être à nouveau quelques jours de réadaptation. Pareil, quand on est parti en vacances, toute la famille a dormi ensemble dans une pièce. À la fin des vacances, c'est toujours un peu compliqué à nouveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus partir en vacances. Hein. Donc, il faut quand même avoir une certaine souplesse là-dedans. Et c'est aussi la vie. Hein. Donc, voilà. Et beaucoup d'enfants n'ont pas de difficultés. Et s'il y a des situations particulières, des enfants qu'on voit, nous, beaucoup, avec des troubles du développement, où certains sont extrêmement rigides, là, ça peut être plus gênant. Et souvent, les parents le remarquent, ils vont après plus trop le faire. Mais la majorité des enfants peuvent très bien tolérer de temps en temps un écart. Tout à fait. Merci encore au professeur Schroeder d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu ce soir de questions-réponses. Merci à vous. Merci à tous.